Bonjour tout le monde. Donc, on est très content de vous accueillir à ce premier Apéromix en ligne, édition Coronamix. Donc, j'ai perdu mon déroulement. Voilà! Ah bah bravo! Donc, juste pour vous dire, c'est la première fois qu'on tente l'expérience. Donc, l'idée avait germé d'une collègue qui voulait faire un appel Skype puis qu'on discute de muséologie et tout. Donc, on a décidé de faire l'événement. Puis, en contactant Samy, qui est un super geek, bon, ben, il a dit ah, pourquoi on ne ferait pas comme ça avec la communauté francophone Muséomix? Puis, on a comme ah ouais! Donc, c'est là, on est là maintenant. J'ai un accent québécois très fort. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi, c'est important. Et puis, donc, c'est ça, c'est la première fois qu'on l'essaye. Donc, on vous demande d'être indulgent. C'est la première fois qu'on tente. On espère que ça va se reproduire dans le futur. Et puis, l'objectif de l'événement, c'est de faire connaître Muséomix pour les gens qui ne connaîtraient pas, de faire vraiment une espèce de mini Muséomix, de faire un bouillonnement d'idées, de s'inspirer des autres projets qui se font ailleurs dans le monde, d'échanger ensemble. Donc, puis c'est ça, de faire ça toujours selon la tradition de l'apéromix, donc avec un verre à la main et un sac de chips, si vous avez des chips ou vous préférez le popcorn. Et puis, donc, le déroulement, on va avoir des panélistes de France, Suisse, Belgique et du Québec qui vont présenter des initiatives qui ont été mises sur pied ou qui sont utilisées en cette période de crise-là. Et puis ensuite, on va avoir une table ronde ou un panel où est-ce que tout le monde va pouvoir interagir, donner ses idées sur le jour d'après. Donc, afin d'ouvrir officiellement cet événement, on vous a avisé sur le groupe Facebook que c'était un Bring Your Own Drink. Donc, on espère que vous avez vos drinks et on vous demanderait de les lever à l'écran pour qu'on fasse le cheers d'introduction de l'apéromix. Cheers! Donc, cheers! Allô, Nancy! Non, Nancy, effectivement, je viens de voir la remarque de Ross. Effectivement. Parle pas trop vite, en gros. Parle pas trop vite. Les Français, il faut qu'on arrive. Les Français, les francophones, il faut qu'on arrive à parler plus lentement pour ceux qui comprennent le français. Ok. Mais dont c'est pas la langue maternelle. On a compris. C'est parfait. Donc, nous allons commencer avec nos panélistes et on va commencer avec quelqu'un qui vient de prendre la parole, justement, donc avec Justine qui vient de France. Bonjour tout le monde. Alors, je vais juste me présenter de manière très succincte. Donc, moi, je fais partie de la communauté Muséomix en France, donc à Lyon, et plus globalement, la communauté Muséomix Aura. Et je vais vous présenter en fait un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Culture en France, qui s'appelle Culture chez nous. Il y a notamment un hashtag qui est hashtag Culture chez nous, qui est très suivi sur Twitter et qui est relayé sur le site du ministère français. Donc c'est en fait l'idée que le ministère a eue, en fait, c'est de présenter l'offre culturelle du ministère et de ses partenaires, et c'est divisé en 3 catégories. Donc ça vise les enfants, les parents et ce qu'ils appellent le tout public. Sachant qu'effectivement, donc chaque grande catégorie est divisée en sous-catégories, donc audio, podcast, visite virtuelle, spectacle, concert. Et il y a moi une des grandes sous-catégories qui m'a interpellée parce que mon métier globalement c'est d'être community manager, et il y a une sous-catégorie qui s'appelle sensibilisez-vous à l'éducation aux médias. Et l'idée, ça a été lancé par donc 3 grandes radios françaises qui sont donc Radio France, France Culture et France Info. Et en fait, l'idée de ces radios-là, c'est de permettre de comprendre le fonctionnement des médias et de discerner en fait le vrai du faux et dans les informations qui nous sont fournies. Et du coup, de décrypter, de déconstruire ce qu'on appelle les rumeurs et les fake news sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est Alors, Radio France, par exemple, a ce qu'on a fait
à ce qu'on appelle la clé des médias. C'est de la vidéo où ils décryptent un petit peu tous les médias, tout ce qui est dit. France Info a fait vrai ou fake. Et France Culture, c'est les idées claires. Et donc, vraiment, c'est l'idée de vraiment complètement déconstruire ces trucs, enfin, toute l'information qu'on peut avoir. Et c'est assez bien fait. Et moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Et il y a 2 autres initiatives qui m'ont bien plu. Alors, je digresse un peu. Il y a une deuxième initiative qui s'appelle Culture Box. Donc, c'est France Télévisions. Et France Télévisions, en fait, c'est la télévision nationale, la télévision publique nationale en France, qui permet d'avoir accès à l'offre de spectacles, de concerts, de littérature. Et il y a une troisième initiative que moi j'aime beaucoup parce que je les suis, qui est Culture Prime. En fait, du coup, j'en ai parlé un peu plus haut. C'est France Culture qui le fait. Et c'est une association donc avec France Télévisions, enfin d'autres médias français nationaux. Et Culture Prime, en fait, ils font des petites vidéos courtes, justement, sur pas mal de sujets. Et ça va aussi bien de sujets comme de thématiques type de l'auteur-portrait au selfie, un phénomène de société, à l'origine de la poignée de main. Et ça parle aussi de science, typiquement l'origine du vaccin qu'on doit à Louis Pasteur, ou des personnages comme Marie Curie, je pense que beaucoup de gens connaissent. Voilà, donc ces 3 initiatives qui sont pour moi pas mal à suivre. Et vraiment, si vous avez un compte Twitter, je vous invite à aller suivre le hashtag Culture chez nous, parce que ça regroupe pas que des grands médias français, ça regroupe aussi des petites entreprises culturelles, parce qu'en France, on a plein de petites entreprises culturelles, des guides, des choses comme ça. Et c'est assez suivi. Alors, tout n'est pas répertorié sur le site du ministère, donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir le hashtag Culture chez nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux en parler. Je le suis justement parce que c'est un hashtag que je suis pour Muséomix en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que ça nous aide à nous faire aussi notre veille et à diffuser pas mal de contenu entre les différents événements. Je crois que j'ai fait moins de 5 minutes, ce qui est un exploit. Donc, bravo! Merci. J'ai oublié de dire tout à l'heure pour les participants, si vous avez des questions, vous avez, si vous ouvrez la liste de chat à côté à droite au complet, vous avez l'option Raise Hand. Donc, vous pourrez cliquer ça et ça va indiquer à Caroline que vous avez une question. Puis en parlant de ton hashtag, tu as parlé beaucoup de Twitter, mais Culture chez nous est aussi sur Instagram, puis ça va l'air quand même assez bien aussi. Alors, Instagram, nous, on l'a moins, mais en fait, c'est un hashtag qui... alors, j'ai pas vérifié sur Facebook et sur Instagram. C'est vraiment, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est vraiment un hashtag qui est suivi sur Twitter. Parce qu'il y a, en fait, en France, il y a beaucoup de structures qui ont un compte Twitter, qui ont un compte Facebook, mais qui n'ont pas forcément de compte Instagram. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir Twitter, parce que de ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment là où il y a le maximum de suivi et de choses qui sont ouvertes. Par exemple, il y a des magazines type... on a un magazine français qui s'appelle Beaux-Arts Magazine, qui ont ouvert en fait leur numéro. Ils l'ont annoncé, en fait, ça remonte dans le fil d'actualité Twitter. Et après, en France, il y a pas mal aussi de sociétés locales qui le font. Par exemple, nous, on a un magazine à Lyon, là où on est avec Samy, qui s'appelle les Rues de Lyon, et qui a ouvert en fait, qui offre
l'accès à tous les magazines jusqu'à présent, jusqu'à là maintenant, en mode gratuit. Donc, on redonnera le lien. Mais Je peux juste embrayer un instant pour vas-y, rebondir sur Samy. ce que tu dis. En fait, de manière générale, la plupart des médias chez nous, tous les médias qui ont des paywalls, des archives payantes, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup, la plupart, en fait, on offre le temps de... Du le temps, confinement. voilà, voilà, ou Mediapart, hein, tous les médias, enfin, je vais pas les lister, il y en a plein. La plupart, en fait, offrent les archives ou les mettent à dispo quand ils les mettaient pas à dispo. Ça durera sans doute pas. Et c'est peut-être un point sur lequel il faut aussi qu'on fasse attention. Mais voilà, donc ça rejoindra la table ronde de tout à l'heure sur le jour d'après. Voilà. Et puis, pareil, il y a plein de petites initiatives où on peut aider aussi via Culture Chez Nous, aider les petites entreprises françaises. Nous, on en connaît une notamment avec Samy, où on peut, voilà, via le hashtag qui lance en fait un espèce d'appel à dons ou en mode aidez-nous pour justement le jour d'après. Et ça leur permet aussi le mode survie. Enfin, survie, j'aime pas trop, mais voilà, ils préparent justement l'après coronavirus et l'après confinement. Parce que il faut savoir que nous, en France, le confinement, ils ont annoncé ce soir qu'ils prolongeaient le confinement, en fait. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur les initiatives qui ont été présentées par Justine? Oui, Marie-Hélène. J'avais une question. Je suis allée fouiner sur Twitter en même temps que Justine parlait pour aller voir le hashtag Culture chez nous. Puis j'ai trouvé le Culture chez nous. Puis c'est un compte qui a été créé en mai 2018, mais dont la description dit « Partager la culture en cette période de confinement ». Alors, je me demandais si Justine savait si c'était une initiative qui était en lien ou si c'était un compte qui avait comme juste pris l'expression Culture chez nous. Alors, je pense que c'est... Alors, je mets des gros guillemets. Je pense que c'est une initiative qui a été faite avant le confinement. Oui, c'est ça. Je suis pas sûre qu'il y a un lien maintenant je pense, juste dans le nommage. Mais je t'avouerai que, Marilyn, que je suis pas allée vérifier. C'est correct. Honte à moi, parce que c'est un peu mon métier. Je suis pas allée vérifier, donc je pense que c'est un compte qui a un lien maintenant, mais qui n'avait pas forcément de lien jusqu'à présent. OK. Voilà. Bon, on va suivre ça. Merci. Mais de rien. Donc, merci Justine. Donc, normalement, la prochaine panéliste, c'était André avec À la Viva du Québec. Et puis, malheureusement, André, pour des raisons de santé, mais pas le coronavirus, ne peut pas être là ce soir, ou juste ce soir ou cet après-midi. Et puis, dans le fond, je voulais juste faire un résumé parce que le projet était vraiment génial. À la Viva est une compagnie qui, à la base, travaille avec les personnes âgées et puis qui travaille beaucoup à essayer d'amener la culture dans les foyers de personnes âgées. Et puis, c'est ça, ils travaillent. C'est un projet sur lequel ils travaillaient déjà, mais qu'avec le coronavirus et le confinement actuel, qui avance un peu les choses, qui fait réaliser la nécessité du projet et qui, en fait, le travaille sur une visite virtuelle, un casque de visite virtuelle où ce sont les yeux qui guident le trajet à travers la visite et où est-ce que les personnes âgées pourraient visiter finalement un musée en ayant eux-mêmes le contrôle visuel de où est-ce qu'ils veulent aller dans ce casque-là. Et ainsi, ils peuvent visiter le musée de leur foyer, même si, par exemple, ils sont en confinement comme actuellement ou qu'ils ont des problèmes physiques qui les empêchent. Et puis, le deuxième projet qu'ils avaient, là, Caroline, peut-être tu pourrais m'aider un peu, c'était... ah oui, parce ils ont un gros projet où est-ce qu'ils font de l'art-thérapie avec les personnes âgées, où est-ce qu'ils font des expositions dans les centres de personnes âgées à cause du coronavirus. Dans le fond, ce projet-là était mis en plan parce que bien évidemment, on ne peut plus accéder au foyer de personnes âgées parce qu'ils
sont de la population qui est vulnérable. Et puis, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de quand même faire la livraison, de faire attention, de parler beaucoup avec l'administration pour être sûr d'être complètement désinfecté à 100%, et d'aussi faire une vidéo qu'ils vont donner à chacun des résidents, si je ne me trompe pas, pour qu'ils puissent voir le résultat du travail qu'ils ont fait. Donc, c'est des projets qui sont vraiment intéressants et vous pourrez trouver le lien du projet de À la Viva sur l'événement Facebook, comme vous pourrez trouver tous les liens qu'on va parler, des sujets desquels on va parler aujourd'hui sur notre événement Facebook. On va continuer avec la Belgique, avec Hortense. Bonjour, ça fonctionne ou pas? Ok, parce que je ne connais pas du tout. J'entends rien par contre, donc on va voir. Oui, ça va. Ah voilà, super. Donc pour la Belgique, c'est un peu plus anecdotique que ce que Justine a très bien présenté. C'est un peu plus petit, voilà, comme nous. Donc en fait, il y a d'abord, je vais parler de l'initiative que moi j'ai personnellement préférée parce que je trouvais que c'était qui sortait le plus de l'ordinaire. En fait, c'était ces deux initiatives successives du musée d'Ixelles à Bruxelles. C'est un petit musée de la ville de Bruxelles. Et en fait, je pense qu'on peut faire un partage d'écran et j'ai préparé un visuel. Alors, on va tester. Est-ce que ça marche? Je vais faire ça, je ne sais pas. Oui? Ça marche. Est-ce que ça marche ou pas? Ça? Ok. Non! Bon, ça ne marche pas. Donc, en fait, ils ont fait quelque chose au tout début du confinement qui s'appelait Do's and Don't. Et donc, en fait, ils prenaient des tableaux réalisés par des artistes belges et qui représentaient, par exemple, Do, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Par exemple, on voit une femme toute seule qui tricote dans son jardin parce qu'elle n'est pas censée voir des gens. Et puis en Don't, il y a genre un vieux tableau du 19e siècle qui représente des gens qui font un barbecue. Enfin, un barbecue, non, mais qui font genre une petite fête, une petite guinguette. Et ils en ont fait 3-4 comme ça pendant les premiers jours. Et je trouvais que c'était une chouette façon de mettre en avant l'art belge, mais tout en rappelant aux gens qu'il fallait rester chez eux. Ensuite, quand tout le monde est enfin resté chez eux, ils ont switché par un truc qui s'appelle... alors, au début, je n'avais pas compris. Donc, c'est déconfi. Je vais l'écrire dans le chat. Comme ça, tout le monde peut voir. Donc, c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est le défi du confinement. Et donc, en fait, par exemple, ils prennent un tableau je ne sais pas si c'est de leur musée, je ne suis pas certaine. Mais par exemple, c'est une femme devant une fenêtre et ils vont demander aux gens de publier ce qu'eux voient de leur fenêtre ou de parler de ça. Et je trouvais que c'était des petits détails, mais c'est sympa, c'est sympa. Et en fait, tout ça, ça fait partie, un peu comme en France. Je pense que vous, j'étais distraite, mais culture chez nous. Mais nous, on l'a fait en anglais. C'est #museum@home. Et ça part de la SBL Bruxelles Museum. C'est ça? Oui, j'ai noté. Et donc, en fait, c'est pour essayer de stimuler un peu tous les musées sous le même hashtag. Comme ça, si quelqu'un tape #museum@home, il trouve directement la plupart des initiatives. Alors, j'ai testé, ça ne marche pas hyper bien parce que, je ne sais pas, on ne retrouve pas. Donc, il faut quand même un peu fouiller. Ah ben voilà, trop bien, merci. Merci, Samy. Et donc, en fait, maintenant, il y a plein de petits de musées qui font des petites initiatives, comme le musée royal de Marimont, qui propose de faire des photos des œuvres du musée que les gens ont préférées pour qu'ils puissent les retrouver quand le confinement est fini. Ou par exemple, il y a un musée du design qui propose il dit que la plupart du reste de l'année, certaines de leurs œuvres sont confinées parce qu'elles se trouvent dans le stock. Et donc, ils en profitent de cette période pour les remettre en avant. Et voilà, je peux aussi envoyer le Adam Museum. Donc, voilà. Et moi, ce que j'aimais bien là-dedans, c'était de rassembler la Belgique, de rassembler tous sous un même #museum@home pour que tous les musées puissent avoir, en fait, parce que voilà, c'est un moment qui est difficile pour la culture. Et au moins, ça empêche qu'il y ait plein de petites initiatives dans les coins et que ça permet de faire front, en fait, tous ensemble. Voilà, c'est fini. Je me permets d'intervenir. Hortense, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la Belgique,
vous avez une problématique de langue, je crois, qui est le flamand et le français. Oui. Voilà, donc voilà. C'est surtout la seule communauté qui est obligée de faire une année en zone francophone et une année en zone flamande. Voilà. Sinon, chaque fois, c'est la guerre. C'est pour expliquer un peu le fait que tu parles des deux et que tu... Voilà. Parce que nous Samy et moi, on connaît votre problématique. Mais voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas... C'est surtout très particulier parce que c'est un des rares muséums mix en zone francophone en anglais. Oui. Voilà. Pour information. Super. Est-ce que où est-ce que Samy? Je vous ai mis quelques liens sur le chat. Donc, tu vas balancer des trucs sur le chat. Comme ça. Voilà. Ça pose des problèmes avec l'incrustation vidéo. En mode Shut up and take my money. Voilà, donc je vous lance. Ce que je vais essayer de faire, c'est que quand quelqu'un parlera d'un musée, je vous lancerai le lien, comme ça vous aurez l'historique de tout ce qui a été dit. Génial. Et pour info, on va essayer de sous-titrer, enfin je prendrai le temps ce week-end de sous-titrer tout ce qui aura été dit aujourd'hui, l'intégralité du call. Super. Hey, merci vraiment, Samy. Et je tiens à dire que les 12 hommes d'Ante, je suis allée en voir quelques-uns et c'est vraiment hilarant. Puis je trouve vraiment que c'est vraiment une bonne façon de mettre en valeur la collection d'une manière complètement déjantée, là. C'est très bon, le coude particulièrement, là. C'est bon, ça. Wow, fallait trouver ça. Et Samy, si tu as besoin, moi j'aime ce que j'ai présenté, je l'ai foutu dans un doc, donc je pourrais te le fournir pour traduction. J'ai une dernière question avant de couper mon micro et de laisser la parole. Est-ce que les gens qui ne sont pas francophones à la base, est-ce qu'on ne parle pas trop vite pour vous ou est-ce que vous voulez qu'on ralentisse un peu le rythme? Je vais le traduire sur... Non, mais attends, satisfait. Donc, is there anybody who wants us to speak more slowly? Because I'm taking more wine and I will talk like very faster after each glass. Nancy, I can help there. And I can help too for traduction. Donc, si vous avez des problèmes, dites-le sur le chat, puis on va... if you have any problem with listening to us, tell it on the chat room and we will do anything we can to help you. And we will add subtitles on the video on the weekend. Et je suis très heureuse que pour une fois, les sous-titrages ont besoin d'être dans une autre langue que le français pour pouvoir comprendre. Francophile. Donc, on va continuer. Est-ce que Florence est là? J'ai pas vu Florence. Oui, si, je l'ai vu arriver. Ah, parfait. Donc, on va poursuivre avec la Suisse et avec Florence qui va nous présenter les initiatives de son pays. Et elle a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Je tiens juste à le préciser. Donc, vas-y, Florence, on unmute you. Florence, on t'entend pas. Enlève ton... Démute, voilà. Démute? J'ai rien fait. Non, c'est bon, on t'entend. C'est bon, nickel. Ouais. Oui. Ok, alors écoutez, moi j'ai cherché en début de semaine donc, ce qui se passait en Suisse et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose sauf peut-être des activités qui étaient mises en ligne en relation avec une expo comme il y a au Musée des Beaux-Arts où tout d'un coup tu peux faire un atelier en ligne en rapport avec l'exposition qui est actuellement. Et puis là, juste avant hier, il y a en fait beaucoup de choses qui se passent au niveau de la culture, mais au niveau de la musique, de l'activité théâtrale, mais très peu au niveau des musées. Et il y a un site maintenant qui regroupe un petit peu toutes les activités qui sont en lien avec le confinement et la culture, qui s'appelle culturacasa.ch. Et là, il y a le musée cantonal d'archéologie de Lausanne qui met en ligne tous les lundis une vidéo 3D d'un objet qu'ils ont dû étudier. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Je vous avais mis le lien sur le fichier Google. Et puis, il y a le musée d'ailleurs à Yverdon, qui est un musée sur l'imaginaire. C'est un musée de la science-fiction. Science-fiction.
Super, merci Lucas. Et il se donne la peine de faire une vidéo par jour, jusqu'au 30 avril en tout cas, sur différents thèmes. Puis j'ai vu un thème de la médiatrice culturelle de ce musée qui était assez chouette sur les dés. Enfin voilà, c'est une vidéo qui est hyper dynamique. Lucas, tu me complètes? Est-ce que toi, tu as vu d'autres choses qui sont... Parce que moi, pour l'instant, je trouvais que c'était un peu du copier-coller de ce que tu peux trouver dans un flyer. Voilà, c'était pas, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de notion de technologie, sauf peut-être pour la 3D. Et puis cette vidéo du musée de l'Ailleurs. Écoute, Florence, moi, je trouve que les initiatives étaient déjà très bien. OK, ça marche. Mais en Suisse, on est toujours un peu plus lent, hein, même si on a été confiné depuis le 14 mars, mais j'ai l'impression que ça prenait du temps. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Moi, je me demande la vidéo par jour, malgré le confinement. Vous êtes en gros confinement intense, je pense, en Suisse Non, aussi. on n'est pas autant qu'en France, non. On a le droit de sortir. OK. Est-ce que les vidéos se font à l'extérieur? Est-ce qu'ils sont encore dans le musée? Ça se fait à l'intérieur. En tout cas, la médiatrice, elle l'a fait chez elle. Je ne les ai pas toutes regardées, mais ça me semble que c'est plutôt en antérieur. Je vous les ai mis sur le chat. C'est que des vidéos faites à l'intérieur. Oui, c'est que à l'intérieur. Voilà. Et puis, il y a des retranscriptions. Enfin, si on sort des musées, il y a des mises à disposition de films. Enfin, tout ce qui est cinéma, théâtre, etc. De choses qui ont été préenregistrées, qui sont mises à disposition. Les musées, par exemple, le musée botanique met à disposition des fiches qui sont, j'imagine, disponibles seulement pour des chercheurs. Et puis voilà, ils les mettent à disposition sur le net. Voilà. Mais je viens de regarder Cultura Casa, ça commence à prendre, c'est un hashtag. Et puis, il y a d'autres musées, par exemple le MCBA, le musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, qui commence à taguer avec ça. Voilà, ça commence à prendre. On a un peu plus de 100... Mais c'est sorti avant, ça sorti hier, ce Cultura Casa. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait des questions pour Lucas et Florence concernant les initiatives en Suisse? Donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller... Oui, Justine, sinon, s'il y a d'autres personnes et qu'on ne vous voit pas, n'oubliez pas, vous avez dans le chat, chez les participants, le petit bouton Lever la main. Lever la main, oui. Florence, moi j'ai l'impression, enfin, c'est plus une réflexion qu'une question, enfin, Florence comme Lucas, j'ai l'impression que Cultura Casa rejoint un peu le culture chez nous, en fait, qui est plus là pour présenter, en fait, ce que vos musées et le monde de la culture en Suisse peut faire. Parce qu'en fait, culture chez nous, ça va, en fait, en France, culture chez nous, ça va être à la fois des musées, mais des salles de concert, des magazines, des choses comme ça. Est-ce que c'est la même, enfin, est-ce que c'est à peu près le même principe chez vous en Suisse? Oui, visiblement, oui. Ça regroupe, en fait, toute la culture, vraiment tous les arts. Ouais, c'est un peu comme... La tech, les théâtres, il y a même un photographe privé qui met des photos une fois par jour. Voilà, toutes les initiatives culturelles liées au confinement. Ouais, un peu, alors, ce que j'ai pas forcément précisé, je suis désolée, je rebondis un peu sur ce que dit Florence. Effectivement, nous, ça va de l'audiovisuel au spectacle, au concert, mais aussi des magazines qui traînent de l'art, des sites archéologiques, des choses comme ça, en fait. J'ai pas forcément précisé un peu tout ce que représentait culture chez nous, mais j'ai l'impression qu'effectivement en Suisse, ça rejoint un peu l'initiative française. Ouais. De ce que j'en ai compris, enfin de ce que tu as présenté, de ce que j'en ai compris. Mais je trouve que par exemple là, si je vois sur le site français visiter le théâtre antique d'Orange en réalité virtuelle, je trouve qu'on n'a pas encore ce genre d'initiative chez nous. On n'est pas encore dans... Voilà. Mais on est là pour s'inspirer, donc il n'est jamais trop tard pour faire une initiative. Et puis, en parlant d'initiative, c'est ça, on va continuer avec Marie-Hélène Raymond, qui est aux communications au MNBAC. Et hier, j'ai fait une très grande éloge d'ailleurs sur les collections en ligne où l'œuvre mise en valeur pour le confinement était l'œuvre de la réunion de famille sur le divan qui ont toutes leurs chandails. C'était génial. De cette œuvre-là, j'ai fait une belle trouvaille, puis on a fait, je voulais en parler justement parce qu'on a fait un album sur le site des collections qui s'intitulait Restons à la maison.
Puis en fait, dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, qui contient, tu le sais, Nancy, plus de 40 000 œuvres, il y avait beaucoup de choses intéressantes à rassembler autour d'un album. Cette œuvre-là, justement, d'art actuel de la collection de prêts qu'on avait acquise il n'y a pas si longtemps, où on voit les 4 membres d'une famille avec qui ont enfilé leur chandail par-dessus, tu sais, les jambes, la tête cachée, et assis sur le divan. Donc, ça représentait bien le confinement, l'isolement, chacun chez soi, mais dans la même maison, dans le petit même cocon familial. Et en plus, évidemment, dans nos collections, on a des sofas rococo, on a des divans, on a des vues d'intérieur. Donc, on a tout rassemblé ça là, pour souligner la demande du gouvernement du Québec de rester à la maison. D'ailleurs, j'ai enfilé mon chandail que j'ai fait moi-même ce matin avec l'arc-en-ciel et le hashtag « Ça va bien aller ». Tout le monde met son petit arc-en-ciel dans les fenêtres. Alors, on l'a mis, mais là, j'ai décidé de faire un chandail pour cet après-midi. Ce matin, ça a séché, puis on était correct. Alors, donc, on s'amuse beaucoup avec les collections en ligne au Musée national des beaux-arts du Québec. Et notre stratégie, bien qu'on ait une superbe exposition actuellement, qui est Frida Kahlo et Diego Rivera et les modernistes mexicains, on mise tout de même sur l'art du Québec pendant cette quarantaine. Sur le site des collections, il y a plusieurs possibilités de découvrir nos œuvres et également, on a plusieurs vidéos qu'on avait produites, des séries notamment, des séries web, La vie d'une œuvre, où on retrace l'œuvre produite au 18e siècle jusqu'à son acquisition au musée. On a partagé aussi une web-série où on fait un atelier de création, un bricolage, où on s'inspire d'un artiste du Québec. Et là, il y a plein de parents qui ont récupéré ces vidéos-là pour occuper les enfants qui ne sont pas à l'école au moins jusqu'au 1er mai. Je voudrais juste dire, il y a la SMQ qui voudrait te parler, Marie-Hélène. Ah oui? OK! Ah oui, je viens de voir! Ah oui, certainement, ben oui. Donc, SMQ Communication. Oui, bonjour. Allô. Je vais allumer mes petits... J'étais là en espionne un peu. Bonjour à tous. Allô. Bonjour, je suis Nora, chargée de communication à la SMQ. Peut-être expliquer qu'est-ce que c'est la SMQ pour les gens qui ne sont pas de Québec. Du Québec, excusez-moi, oui, effectivement. Je voulais surtout pas tellement parler à Marie-Hélène, mais oui, quand même, on va se parler prochainement, je pense. Mais simplement, je voulais évoquer le fait qu'on a travaillé ces derniers jours à mettre à jour un espace qui est dédié aux visites et expériences virtuelles sur le site de la SMQ. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez jeter un coup d'œil. Et puis, on communique aussi auprès des professionnels des communications des musées québécois, des mots-clics sur lesquels se positionner. Donc, on en a sorti, on se positionne sur 2 principaux, qui sont Musée à la maison et Musée QC. Mais il en existe plein d'autres qu'on a référencés. On a fait partir une communication aujourd'hui pour les inviter à se positionner sur les différents mots-clics qui peuvent exister, qui peuvent faire écho notamment au Québec. Voilà, donc c'était simplement pour intervenir sur ce point-là et vous présenter la page. Mais effectivement, on va se rapprocher de Marie-Hélène très très rapidement pour qu'on puisse se coordonner. On a aussi un petit article à paraître, on est en production là, mais disons j'espère d'ici la semaine prochaine, où on va pouvoir évoquer les initiatives des différents musées également et publier ça sur Facebook. On a une page Facebook aussi où on s'efforce de relayer toutes les initiatives virtuelles et autres de nos musées. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, le site avec les visites et expériences virtuelles, il y a le site Une heure au musée, oui, qui regroupe le musée des Augustines, le musée des Beaux-Arts et le musée de la civilisation. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense, c'est une initiative en fait du musée de la civilisation. Okay. En fait, dans mon plan de match, c'était tout ça que je voulais dire aussi. Ah, excusez. Excuse-moi, Marie-Hélène. C'est parfait, les grands esprits se rencontrent parce que j'arrivais aux expositions virtuelles puis je voulais parler de la Société du Québec et de l'initiative aussi du Musée de la civilisation, du Musée national des beaux-arts du Québec, également éventuellement le Musée des Ursulines qui va embarquer parce qu'on a cette chance-là d'avoir numérisé 3D nos salles. En tout cas, pas toutes les salles, évidemment, là. Je reste à une communauté qui connaît bien les musées pour savoir que le droit d'auteur, c'est quand même un petit souci parfois. Donc, nous, on a 4 salles de nos collections qui sont numérisées. Le musée de la civilisation, on a aussi
Puis sur le site uneheureuxmusée.ca, un site qui a été complètement inventé de toutes pièces la semaine dernière, on rassemble plusieurs initiatives. Puis effectivement, j'ai reçu l'infolette de la SMQ la semaine dernière ou en début de semaine. Écoutez, on ne le sait plus, là, quel jour on est. Oui, effectivement. Puis il y en a une nouvelle qui est prête à partir aussi avec plus d'informations. Exact, c'est super. Est-ce que Marie-Hélène, parce que, juste pour, je travaille également au Musée des Beaux-Arts oui. Avec Marie-Hélène. Pas avec Marie-Hélène, je suis aux expos, mais on est dans le même bâtiment. Est-ce que, parce que je savais que le musée travaillait déjà sur la numérisation, sur les visites virtuelles, est-ce que la crise actuelle a favorisé le lancement de ces visites virtuelles-là plus rapidement ou ça a été une heureuse coïncidence? En fait, c'est un peu les deux parce qu'on avait déjà numérisé en 3D une salle sur 4 du redéploiement des collections. Je dis 4, tu sais que c'est 5, mais il y en a une, c'est impossible à cause des droits d'auteur. Donc, sur les 4 qu'on voulait faire, il y en avait déjà une de fait l'an dernier à l'occasion de la semaine numérique. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de Français, de Belges qui sont déjà venus participer au Web à Québec notamment. Donc, à l'occasion de cette semaine-là, l'an dernier, on avait lancé notre première visite virtuelle. Ensuite, il y a à peu près 1 mois et demi, on a relancé le projet puis on a numérisé les 3 autres. Alors, oui, c'est aussi un peu un heureux hasard puisque là, étant donné la fermeture du musée, on a comme accéléré un peu, en fait, l'intégration des contenus dans les salles virtuelles. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec notre projet, c'est que, oui, évidemment, on fait le tour des salles d'exposition, on peut plonger dans les œuvres, mais sur plusieurs d'entre elles, il y a des points supplémentaires où on accède à une vidéo. Par exemple, on peut voir l'œuvre en train d'être restaurée ou une autre alors qu'un conservateur explique les détails à voir sur une toile, par exemple. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il fallait intégrer. On a fait ça la semaine dernière, là, vraiment rapidement. Il y a aussi le fait que, étant donné que les journalistes s'intéressent beaucoup aux initiatives numériques et virtuelles, étant donné la situation particulière qu'on vit, mais en fait, on a eu une plus grande visibilité qu'on n'aurait jamais pu penser avoir avec ça. Donc, on est très, très contents un peu. En fait, c'est tous ces initiatives-là, tout ce qu'on partage comme contenu ces temps-ci, c'est des choses qu'on avait déjà dans le collimateur, des choses sur lesquelles on travaillait depuis plusieurs mêmes années. Donc, j'ai l'impression que oui, tu sais, il y a beaucoup de trucs négatifs avec tout ça, avec la pandémie, avec le confinement, avec les gens qui perdent leur emploi, tout ça. Il y a des choses qui sont belles aussi, comme le fait qu'on se rassemble ici cet après-midi. On ne ferait probablement pas ça, on ne prendrait pas le temps de le faire. On a du temps pour créer plus de choses, pour justement développer des initiatives. Puis aussi, c'est le moment où on récolte tout le travail des dernières années. Tous les muséomix auxquels on a participé, tous les projets qui ont inspiré, puis que là, enfin, on peut faire... on peut prendre le temps de travailler, de réfléchir, de continuer à innover. Fait que pour ce point de vue, j'ai tendance à penser toujours que le verre est plus rempli que vide. Là. Fait que je vois ça positif quand même. Oui, donc sur ces belles paroles, je vais citer comme la conclusion de Watchman qui était que c'est dans le désastre que les humains se rassemblent et qu'on fait naître l'amour. Donc pour les fans de bande dessinée. Donc, hey, merci Marie-Hélène, c'est super intéressant et je vais prendre pour ma paroisse, mais je tiens à dire le ton de voix qui est adopté dans les collections virtuelles, je l'adore, je suis vraiment vendue et les informations sont très pertinentes. Donc, on va continuer avec la Belgique pour la partie 2 avec Alice et Jean-Marc, que je pense que vous allez présenter un prototype de Visomix qui serait peut-être adaptable suite à ce que Hortense a présenté, puis ensuite vous parler un peu de la suite des choses, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Hello à tous, Jean-Marc ici. Désolé avant tout de ne pas avoir l'image, le Zoom ne reconnaît absolument pas ma caméra, donc ça va se faire en imaginatif. Un des prototypes auxquels on avait pensé comme présentation, en même temps notre discussion portait sur qu'est-ce que les musées pourraient faire maintenant, donc essayons de développer plutôt des solutions low-tech
On avait développé pour le musée d'Anvers, le MAS, un prototype qui répondait à la problématique comment présenter les différentes réserves au public, comment le public pourrait-il se rendre compte de tous les stocks possibles. Et donc l'idée qu'avaient développé les muséomixeurs, c'était un petit robot qui se baladait dans les réserves avec des captations audio expliquant ce que le visiteur voyait, et le visiteur baladait ce petit robot via une tablette. Une application actuelle où justement il y a le confinement, il y a la distanciation sociale, ça serait d'avoir toujours cette même optique. Autrement dit, il y a beaucoup de visites virtuelles actuelles des musées, mais très peu qui montrent un peu l'arrière des coulisses. Donc une simple vidéo qui se baladerait dans les réserves justement, et un commentaire audio qui serait mixé et qui pourrait très bien être réalisé indépendamment. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une participation, même si c'est l'objectif de Muséomix, mais au moins, il y a une approche originale, on pense, de ce qu'un musée peut montrer et peut profiter de cette période pour le montrer. Voilà, j'espère avoir été clair et concis. Si vous avez des questions. Alors Alice, à mon avis, va présenter la deuxième déclinaison possible. Moi, j'ai une question, Jean-Marc. C'est quelque chose que vous avez mis en place, enfin, c'est quelque chose qui a été pérennisé au sein du musée? Non, justement, il n'a pas été pérennisé. Ce musée a pérennisé certains prototypes, mais celui-là était en cours de discussion et finalement, ça a été gardé comme projet. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez éventuellement proposé, alors en off, pas via vos Muséomix, mais en off à d'autres musées? Pas encore, mais en tout cas, on y pense. On pense à proposer différents, soit applications, soit réalisations, soit accompagnements, mais on ne l'a pas encore fait, non. Et est-ce que c'est des projets, enfin, est-ce que c'est des projets que vous mettez en avant quand vous présentez Muséomix à des musées ou pas du tout? Disons que quand on présente Muséomix, on essaye d'être le plus concret possible. En effet, on ne reste pas ni virtuel ni conceptuel. C'est vraiment quels sont les... On parle le plus à la rigueur des problématiques des musées, autrement dit les terrains de jeu, et de ces problématiques, on n'hésite pas à citer différentes applications ou différents prototypes qui ont été développés. On en parle, on ne focalise pas dessus, on ne met pas le zoom dessus, mais en tout cas, on en parle allègrement, ça oui. Oui, c'est ça. C'est des projets que vous potentiellement, enfin, dans la masse de projets que vous avez, c'est des projets que potentiellement vous pouvez présenter à des musées en disant c'est faisable et ou pas. Exactement. Chaque musée connaît beaucoup de problématiques assez similaires, soit de l'accessibilité, soit montrer justement les réserves, soit parler à des non-publics, des gens qui soit ne viennent pas physiquement, soit ne sont pas intéressés, et on les illustre justement en montrant ce que les muséomixeurs ont déjà fait ou les terrains de jeu qui ont déjà été réalisés. Alors, de ce que je comprends, c'est vous montrer plus, enfin, quand vous présentez Muséomix, c'est plus vous présenter un espèce de champ des possibles faisable. Disons que quand on aborde l'idée, il y a plein de choses. On ne peut pas résumer notre discours à uniquement l'application possible, mais c'est plutôt, il y a tellement de sujets que touche Muséomix, la participation, ça ne se reflète pas dans un seul prototype, l'intervention, le fait de justement casser les règles, c'est plutôt en répondant à certaines problématiques pour être illustratif et que les musées se retrouvent dans ce qu'on a déjà traité. D'accord, ok. Donc en soi, on ne présente pas ces prototypes tels quels aux musées qui veulent participer. On travaille vraiment d'abord sur leur playground, comme disait Jean-Marc. Mais ici, on a choisi de parler de cette idée-là parce que quelque part, ça rejoignait un petit peu ce que disait Marie-Hélène. On pense aussi à tout ce qui est possible pour les musées actuellement de réaliser avec les moyens du bord. Puisqu'on est tous confinés, on a tous des moyens technologiques qui nous permettent d'avoir des vidéoconférences comme ici, de pouvoir avancer sur des projets. Mais la plupart du temps, toutes les actions qu'on a recensées, et en plus c'est chouette parce qu'on peut se rendre compte que ce soit en Belgique, en France, au Québec ou en Suisse, on a tous un petit peu les mêmes attitudes. On met en avant plein d'actions collaboratives et hyper instructives sur tout ce qui se passe dans les musées, sur nos collections, des focus. Mais c'est vrai que c'est souvent grâce à des projets de longue haleine. Tous les musées qui sont accessibles de manière virtuelle actuellement, ça n'a pas été fait depuis... Enfin, nous, on est confinés depuis le 12 mars. Ça n'a pas été fait en un mois ou...
voilà, là, c'est On est bien des choses d'accord. qui mettent du temps. Et donc, ici, ce prototype-ci, on l'a choisi ici de vous le présenter. Maintenant, comme on présenterait à d'autres musées qui souhaiteraient parler d'une problématique, on dirait juste « Ah oui, eh bien, on a déjà pensé à ce prototype dans un musée, voir si ça peut vous inspirer. » Mais il s'agit surtout de faire avec ce que vous pouvez et ce que vous voulez aussi, évidemment, les deux, quoi. Ouais. Il y a Samy qui lève la main. Vas-y, Samy, on t'écoute. J'ai une petite remarque parce que je me la suis faite avec plusieurs prototypes ou plusieurs idées ou plusieurs initiatives. C'est qu'il y a pas mal de musées qui proposent des solutions qui passent par le virtuel, le numérique, la connexion à distance, la visioconférence, ce genre de choses. Mais ça rejoindra, on en reparlera dans la table ronde, ça met de côté aussi toutes les problématiques d'accessibilité numérique. Ouais. Je pense notamment, alors ça peut être les gens dans la rue, ça peut être les gens qui n'ont pas des connexions suffisantes, parce que moi j'ai les cas dans mon entreprise, par exemple, on a des gens qui ont des connexions trop basses, ça peut être les gens qui ne savent pas servir d'un ordinateur, ou ça peut être aussi des problèmes d'accès de continuité pédagogique. Enfin, c'est pas une critique, c'est juste un élément, à mon avis, dont il faudra aussi tenir compte au sein des institutions culturelles dont on fait partie ou auxquelles vous avez, avec lesquelles vous avez des contacts. C'est penser, ça peut passer par d'autres moyens, la radio, ce genre de choses, la télévision. Mais voilà, c'est un élément à tenir, qui est important, et des problématiques aussi de langage. Ça peut être des problématiques d'accessibilité cognitive. C'est parce que si on fait du virtuel, on continue quand même à utiliser parfois des termes qui ne sont pas obligatoirement accessibles à la totalité. Ça peut être les sourds, par exemple, qui ne vont pas pouvoir voir une vidéo, ou des gens qui n'ont pas accès à l'éducation et donc qui n'ont pas accès à un vocabulaire qui est large. Samy, mais dans le fond, je vais comme continuer parce que je pense qu'on est en train de dériver lentement vers notre sujet de table ronde. C'est bien pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, exactement. Donc, la section des panélistes est terminée. Donc, c'est maintenant la section où est-ce que c'est une table ronde. Et là, j'ai réalisé que selon vos sections de la francophonie, vous appelez, et même au sein d'une même francophonie, on n'appelait ça pas la même chose. Donc, c'est une table ronde ou une plénière ou un panel. Ça dépend. Donc, c'est ça. Donc, en fait, là, on est sur le jour d'après. Donc, je vais laisser la parole à Samy. Et je trouve que tu as vraiment soulevé une bonne question. C'est une question envers laquelle je discute beaucoup quand je suis avec dans des laboratoires créatifs, de la bonne utilisation de la technologie et de ne pas oublier les anciennes technologies pour rejoindre notre public également. Ben, les anciennes, la radio, c'est tellement out. Mais donc, je vais laisser la parole à Samy qui va animer la table ronde /plénière /panel. Slash apéro si vous reste un verre pas trop vide. Slash whatever. Une bouteille pleine. Voilà, mon verre est vide, donc ça va être compliqué. Moi, j'ai la bouteille encore pleine. Et j'insiste, malgré le fait que ça va être une discussion à bâton rompu, je vous rappelle effectivement qu'on a des gens dont le français n'est pas obligatoirement la langue native, donc n'hésitons pas à continuer à parler pas trop vite. On voulait aborder dans cette table ronde, dans ce talk, enfin peu importe comment vous allez l'appeler, le jour d'après. Donc là le confinement c'est simple, c'est bien effectivement, c'est bien. On le vit à des niveaux différents. Les Suisses le vivent différemment des Italiens, des Belges, des Québécois, enfin peu. On a tous une manière de le vivre. Il y avait plusieurs sujets qu'on voulait aborder dans cette table ronde. Je vous les relis et après on va voir dans quel ordre on va les faire. Le premier point qu'on voulait évoquer, c'était l'impact de la situation actuelle sur la fréquentation des institutions culturelles après. Parce qu'il y aura un après, hein, je veux dire, je vous rassure, le confinement ne va pas durer, va pas durer 10 ans. Parce que nous, déjà, au bout de 2 semaines, on a du mal. Donc, il y aura un retour à la normale après. Et donc, c'était un des points qu'on voulait évoquer. C'était comment on va gérer, finalement, comment les gens vont revenir à la culture. Le deuxième point, c'était l'impact de la crise sur la manière de communiquer avec la culture. Ça rejoint les prototypes, parce qu'il y a des initiatives en France et d'autres et ailleurs sur faire évoluer les interfaces, par exemple, parce que on est dans une situation de crise épidémique.
Donc, on ne peut pas toucher. Donc, si on reprend la culture reprend, est-ce que les gens auront envie de toucher un objet qui pourrait être associé à une surface, qui est dangereuse? Et le troisième point que je viens de rajouter, qui est pas le jour d'après, qui est le jour de maintenant, qui est l'accessibilité des solutions proposées. Parce qu'on parlait justement, ça peut être la langue, ça peut être le sous-titrage, effectivement. Moi, je vais sous-titrer la vidéo parce que pour les gens qui ne parlent pas bien le français ou pour les gens qui n'entendent pas, ça peut être, ça peut être l'accessibilité. Est-ce qu'il y a un sujet parmi lesquels qui vous inspire? Donc, le après, l'évolution des interfaces. On va commencer à la limite par le après. Sur le après. Est-ce que, Marie-Hélène, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? J'ai l'impression que ceux et celles de nos gestionnaires, directeurs, managers qui ne croyaient pas encore aux besoins de tout ce qui est numérique, virtuel et tout, se sont fait mettre ça dans le nez. Hein? J'ai l'impression que effectivement, ce ne sera jamais plus pareil. Non seulement nos relations humaines, notre lien avec la santé, l'économie, les voyages, mais assurément nos façons de travailler. Alors, je pense que s'il y a quelque chose de positif là-dedans pour nous, c'est que tout ce qui est innovation, tout ce qui est numérique, on va peut-être avoir plus sinon dessous de ressources et de latitude. Puis je pense en fait, Marie-Hélène, c'est qu'en fait, tout devient possible finalement parce que je pense qu'il n'y a personne qui a vu ça arriver. On a tout eu ça d'en face. Puis tu sais, tout ce que normalement, justement, on pouvait peut-être faire passer pour des espèces d'illuminés fucking. Ouais. Ou de choses qui n'étaient pas nécessairement prioritaires. Aujourd'hui, là, ça le devient. Donc, j'ai l'impression qu'après, on va toujours attendre la prochaine crise, tu sais, maintenant qu'on l'a vécu. C'est comme une guerre, là, tu sais. C'est une guerre au virus, mais c'est quand même gros, là. Fait que c'est mondial. Fait que je pense aussi qu'il y a ça de commun, c'est que tout le monde va se mobiliser, va dire, s'il y avait quelque chose d'autre, en fait, comme on disait tantôt, ceux qui n'avaient rien fait jusqu'à ce jour sont obligés de reprendre le retard. Fait que j'ai l'impression que là, tout le monde va vouloir être à l'avant, puis... Ouais. Moi, j'ai cette impression-là, et on en discutait hier avec Nancy, il y avait Nancy, Samy et tout. Il se trouve qu'il y a un des fondateurs de Muséomix, Samy, tu me dis si ça rentre pas dans le truc. C'est un autre point, c'est le deuxième. Ok, j'en parlerai du coup de ça, mais merci. Mais du coup, pour rebondir sur ce que Marie-Hélène disait, j'ai l'impression qu'effectivement, mais même moi, dans mon métier de community manager, j'ai l'impression que cette crise, je ne sais pas comment tu le vis toi, Samy, en tant que développeur, mais j'ai l'impression que cette crise va, que ce soit au-delà de la culture, va remettre en question beaucoup, beaucoup de métiers et de la manière dont on les appréhende, que ce soit dans la culture, dans l'alimentaire, dans tout ça, en fait, dans le e-commerce. Je vais recentrer le débat un instant. On évoquait justement plutôt sur le retour, c'est-à-dire que sur... comment vous expliquer ça? Tu avais 2 points, Samy. Tu avais ça, tu avais le retour. Tu avais maintenant, tu avais le retour, puis tu avais 3 points. Là. En fait, l'innovation, ce que tu mets toi en avant, Marie-Hélène, c'est le fait qu'il va y avoir un changement de paradigme. Alors, le mot est pas complexe. Il y a un changement de contexte. C'est-à-dire, en gros, de ce que tu nous dis, et je pense qu'il y a pas mal d'institutions culturelles qui vont être dans ce cas-là, c'est que les arguments et les excuses qui étaient sortis et les vieilles institutions sclérosées qui nous disaient non, mais le numérique, c'est fait pour les gamins qui vont sur Snapchat, c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement, elles auront été confrontées à une crise majeure qui prouve que pour continuer à faire de la culture, on est obligé d'utiliser le numérique avec des bémols dont on parlera,
Ben oui, mais tantôt, Samy, tu as amené un super bon sujet. Puis moi, si je me demande, parce que là, oui, on a investi très, très rapidement. On a parlé pendant l'intervention à Marie-Hélène, le fait que ça l'a un peu donné un coup de pied dans le cul, pardonnez-moi l'expression, au musée à aller dans le virtuel, mais en même temps, tu as parlé de tous ces gens-là. Tantôt, je parlais du projet d'Ala Viva avec les personnes âgées, le projet de André qui avait fait censé être ici. Ces personnes-là qui sont souvent un peu stressées, qui ne sont pas à l'aise avec l'événement virtuel. Je pense que la question de... Là, on a usé de créativité pour aller vers l'environnement virtuel, mais comment est-ce qu'on peut utiliser de créativité pour aller dans le média traditionnel aussi? Parce que il faut pas utiliser de créativité pour ramener les gens au musée, par exemple. Oui. Que là, on l'a tout chez eux. On le dit, le musée à la maison, culture à la casa ou peu importe, culture chez nous. On a tous ces hashtags-là. On est là-dedans, on est dans tout ce qui est co-création, coopération. Sauf qu'après ça, il faut qu'ils reviennent, puis nous, il faut les faire payer 20 $, 22 $, là, puis tout ça. Puis là, je pense à tous ceux et celles qui ont perdu leur emploi dans cette crise-là. Il y en a beaucoup, de plus en plus. Chaque jour, il y a des nouvelles coupures. On n'est vraiment pas au bout de nos peines. J'imagine, OK, je suis persuadée que c'est la même chose partout à travers le monde. En coupant puis en fermant en mettant sur pause l'économie, c'est ce que ça donne. Je ne suis pas certaine que malheureusement les musées seront la priorité des gens, là, tu sais. Ça va peut-être être leur resto, ça va peut-être être juste de voir leur famille, ils vont peut-être s'habituer à être encabanés. Il y a plein Il y a une petite différence sociétale entre nos économies et vos économies, dans le sens que historiquement, les économies plutôt anglo-saxonnes comme la vôtre, il y a moins, comment dire, nous on a beaucoup plus de systèmes de chômage partiel. C'est-à-dire qu'en fait, l'État s'endette pour financer, pour aider les entreprises à payer les salaires. On a ça aussi. Oui, mais ça, après, je ne sais pas si c'est aussi développé chez vous, mais ça dit. Oui, moi je suis là-dessus à longueur d'année, là, ça Non, attention. Mais Alice, elle voulait prendre la parole et Alice n'a pas parlé beaucoup, donc je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Allez, vas-y, Alice. Non, mais il y avait plein de choses très intéressantes sur lesquelles j'avais envie de rebondir parce qu'en fait, pour recentrer, je vais respecter Samy en disant voilà, le premier point, c'était l'impact sur la fréquentation en priorité, mais en fait, ça rejoint beaucoup de points que vous avez évoqués parce que c'est une opinion personnelle, évidemment, mais je pense qu'avec nous, on a 10 000 événements en Belgique pour l'instant qui ont été annulés. Des événements donc culturels, aussi bien des concerts que des expositions, ça va un peu dans tous les domaines. Et en fait, il y a eu un nouvel hashtag qui vient d'être créé pour ça, qui s'appelle le Culture Together. Donc oui, de nouveau en anglais pour rejoindre tout le pays, effectivement, bonne remarque, c'était les francophones, les néerlandophones, les germanophones. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet hashtag, ils ont pensé à plusieurs solutions en fait pour rejoindre ce problème de l'après, puisque non seulement ça recense les activités, les actions actuelles des musées, mais surtout, il y a un fonds déjà pour participer à des dons pour la suite qui est mis en place dedans aussi. Enfin, ça, j'ai entendu chez Justine qu'il y avait aussi dans votre hashtag la possibilité effectivement d'aider les entreprises françaises pour la suite. Donc, c'est un peu la même idée. Mais ce que je trouvais surtout sympa, c'est qu'ils ont choisi de réaliser aussi certains de ces événements quand même sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont quand même lieu, ils sont juste numériques, on va dire. Et je pense que pour l'après, c'est très important parce que ça va amener pas mal de nouveaux publics, en fait, du public qui n'avait plus l'habitude d'aller à un concert, à un musée ou quoi, qui là se retrouve encabané, comme tu disais, j'aime beaucoup l'expression, on n'utilise pas en Belgique, donc c'est chouette. Il se retrouve encabané, il a besoin d'activités, il cherche, il trouve plein d'activités culturelles. Et j'espère, en tout cas, voilà, mon opinion personnelle, c'est que ça va lui donner plein d'inspiration, plein d'idées pour après, quand il pourra sortir de chez lui, se précipiter et voir un concert pour de vrai, aller toucher... Il y avait Justine qui... Je m'excuse de te couper, Alice, mais non, mais qui levait la main. Je laisse Alice finir parce que je vais rebondir sur ce qu'elle dit. Donc, Alice finit. J'ai une vision positive de l'après, grâce à tous les moyens qui sont mis actuellement en place, que ce soit de manière digitale, que ce soit en remplacement des événements sur les réseaux sociaux ou par vidéoconférence comme on fait ce soir, ou par les fonds solidaires qui sont minimes mais qui existent quand même. Et donc voilà, moi je suis assez positive. Voilà, à toi Justine.
je reste assez positive aussi sur ça et je rebondis sur ce que tu viens de dire, notamment sur les fonds qui sont mis en place. Alors oui, il y a des fonds qui sont mis en place en France. Après, je faisais référence, alors en tout cas sur Lyon, il y a il y a une petite société, c'est une initiative en fait de leur fête qui est en fait, on peut leur acheter un bon pour des visites, parce que c'est une société de guides conférenciers qui théâtralisent un petit peu. C'est pas partout pareil en France. La culture en France, c'est un peu comme la communication. Je fais partie de ces parents pauvres, et la culture aussi, où on se bat un peu pour débloquer des choses. Après, oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. La culture, il y a tous ces magazines, toutes ces expositions, toutes les structures, les petites structures culturelles. Alors, quand je parle de petites structures culturelles, c'est autre chose que le musée d'Orsay, le musée du Louvre, le musée du Quai Branly, que tout le monde connaît. C'est des petits musées comme nous, on a en Auvergne-Rhône-Alpes, comme on a un peu partout en France et je suppose un peu partout ailleurs, et qui ont besoin de voir après, qui mettent effectivement en place les ventes de billets, les ventes de choses là. Et je pense que cette crise va, j'espère, permettre, et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de champ des possibles, permettre d'ouvrir des fonds qui ne dépendent pas des ministères et qui passent un peu comme l'idée de base qu'avait Muséomix, c'était de dire essayons, en tout cas en France, essayons d'outrepasser les marchés publics et comment on arrive à faire venir des publics et à faire venir des finances qui ne viennent pas en fait du ministère, qui viennent peut-être des fonds privés, de la bonne volonté en fait de nos publics, des musées. Oui, Samy. Moi, je voudrais préciser un truc. Alors, faut être réaliste sur quand même. Alors, en France, je sais pas ailleurs, mais on a aussi beaucoup d'institutions culturelles qui sont sous perfusion d'argent public. Et autant, je sais pas si c'est différent au Québec ou dans les pays d'Amérique du Nord où il y a quand même aussi beaucoup d'institutions privées, donc qui se débrouillent pas mal sans subvention. Mais ici, il y a beaucoup d'institutions qui fonctionnent à 70%, 80% d'argent public. Donc en fait. Mais en même temps, ça dépend. Parce que nous, c'était ma réflexion de dire, c'était ma réflexion de dire, ça va peut-être ouvrir des champs des possibles et de dire que cette crise va peut-être va peut-être permettre d'outrepasser justement ce que nous on appelle en France les marchés publics. J'ai l'impression que ça revient un peu à ce que Marie-Hélène disait de comment convaincre des gens de payer 20$ pour nos expositions. Oui, parce que là, tout le monde met des trucs gratuits, puis vous êtes chez vous, puis ça, on leur met tout dans la bouche actuellement. Puis en même temps, c'est créer à la fois un problème et une solution. Oui, j'ai la même réflexion que Marie-Hélène en fait. Et j'en reviens à ce que disait Samy, c'est que nous, il y a beaucoup d'institutions culturelles qui vivent des subventions du ministère et de ses partenaires. Et effectivement, la question, je pense en France, en tout cas, je ne sais pas pour les autres pays francophones européens, mais la question se pose et la question va se poser de comment on arrive à vivre et à faire sortir ces institutions culturelles justement de cette perfusion financière. La question, ça va surtout être que tous les pays qui vont devoir abreuver l'économie d'argent public vont aussi devoir, je ne suis pas sûr que dans l'année à venir, les subventions, les financements, les collectivités auront non plus des budgets. Donc, c'est peut-être aussi un moment où les structures vont devoir se réinventer. On parlait des $22, $22 quand même. Ben oui, puis c'est qu'en fait, ce $22-là, comment tu peux justifier? C'est si, je pense, là, je vais prendre l'exemple du Musée des Beaux-Arts. Là, ils ont annoncé que la baisse du tourisme allait être de 30%.
on s'entend que la majorité de notre clientèle est du tourisme. Après ça, bon, ben oui, on a, tu sais, ça va avoir un impact sur nos expositions internationales, ça va avoir de l'impact sur tout ça. Fait que, tu sais, comment créer le blockbuster au niveau local? Et je pense que c'est une culture de mécénat qu'il faut encourager au sein de chacune de nos cultures qui est quand même vraiment difficile, tu sais, c'est... C'est déjà un peu le cas, hein. Il y a le MIMA à Bruxelles qui a lancé une campagne de crowdfunding pour appeler à l'aide en disant voilà, qu'avec la crise, ils ne tiendraient pas et donc ils ont vraiment besoin d'aide. Il y a plusieurs théâtres aussi bruxellois qui encouragent les personnes qui ont demandé des remboursements de leurs tickets à ne pas se faire rembourser, mais à accepter que leur ticket soit reporté plutôt que remboursé. Ouais. En France, je voudrais juste prendre 2 minutes, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, des gens qui n'ont pas parlé. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que, mais des fois, je ne le vois pas parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est Caroline qui fait comme la gestion, puis elle me le relève, puis des fois, je ne vois pas. Ne vous gênez pas pour prendre votre place dans la vie. Parlez fort. Donc, il y avait Charlotte qui avait la main levée. Après ça, il y a qui? Il y a Frédéric Corson qui a comme envoyé un message à tout le monde qui était super pertinent. Prenez la parole, parlez par-dessus nous. On a parlé depuis tantôt, c'est vraiment pas grave, là. Donc, Charlotte ou Frédéric, battez-vous, qui prend la parole. Est-ce que vous m'entendez là, du coup? Parce que j'ai pas Oui, Charlotte, on t'entend. Super. Ça fait un moment que je voulais réagir, du coup, je vais faire une petite transition parce que je pense que la question économique, c'est clair que ça va être un gros sujet dans l'après. Et en fait, ça l'est déjà maintenant, je pense, pour toutes les institutions culturelles, parce que c'est, même s'il y a un financement public qui peut être important, ça n'empêche que les financements qui viennent des personnes qui payent leur ticket restent quand même importants. Donc ça reste une question. Mais par contre, moi je trouve ça intéressant. Je pense que c'est Marie-Hélène qui disait que ou je sais plus qui disait que maintenant tout était mis à disposition gratuitement. Est-ce que les gens vont revenir après dans un musée? Et moi, je trouve que ça, c'est une question qui est intéressante à soulever maintenant parce que justement, peut-être que là, on a un peu de temps de se poser ces questions-là. Et c'est une question qui vient depuis le début, en fait, dans le secteur culturel en lien avec le numérique, c'est de savoir est-ce que finalement, le numérique remplace l'analogue ou la vraie expérience ou est-ce qu'elle vient amener quelque chose de complémentaire? Et moi, je suis complètement persuadée qu'elle remplace aucunement la vraie expérience. Et je pense que dans Muséumix, en tout cas, tous les gens que j'ai rencontrés dans Muséumix sont assez convaincus de ça. Et je pense que c'est peut-être parce qu'il va y avoir plein de galères liées à ce confinement, mais peut-être que c'est justement le moment pour essayer de peut-être tester des choses, peut-être essayer d'analyser aussi justement tous les musées qui mettent des choses en place virtuellement, peut-être trouver une manière en fait de récolter de l'information sur finalement qui va voir ces spectacles en ligne, qui a accès en fait, enfin qui prend le temps d'aller voir ces collections ou ces contenus qui ont été mis en ligne et qui ont fait l'objet de pas mal de travail, comme on le disait tantôt. Et en fait, c'est peut-être une occasion unique d'essayer justement de mieux comprendre le comportement en ligne des gens, puisqu'on est dans une situation peut-être un peu exceptionnelle, et peut-être en tirer des conclusions et le mettre au service justement de l'expérience analogue sur place. Et enfin voilà, c'est pour essayer de rester aussi dans un message positif, de se dire oui, c'est sûr qu'il va y avoir plein de galères et que ça pose plein de questions, ça c'est évident. Et il y a aussi une grosse partie finalement qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, du coup quel impact financier ça va avoir, etc. Et donc tout simplement, voilà, ce que je voulais dire, c'est finalement, on est dans une période un peu étrange. Il faut qu'on adapte notre manière de travailler et peut-être que c'est justement l'occasion d'en tirer des conclusions et de justement essayer de mieux comprendre comment justement ce numérique et ce virtuel peut venir complémenter. Je sais pas si c'est le bon mot. OK. Il y a Jean-Marc qui a levé la main il y a un petit moment. Il y a Gabrielle qui avait la main levée et il y a Marie-Hélène qui a levé la main après Gabrielle. Donc là, pour Jean-Marc et Gabrielle, je pense que c'est Jean-Marc qui a levé la main en premier. Écoutez, nous, on s'était fixé 1h30 pour cet événement-là. Donc, il resterait à peu près une quinzaine de minutes. Fait que je vous laisse décider de qui parle en premier. Et puis,
Oh, moi, ce sera relativement court, si vous permettez. Justement, j'allais rebondir et compléter Charlotte. Je suis tout à fait d'accord que le virtuel complète plus que remplace le physique. Et je trouve que actuellement, j'ai été très frappé sur les réseaux sociaux par le job des community managers. Ils mettent bien en avant, pas simplement illustrer, mettre en avant une pièce, par exemple, de leur collection, des choses pareilles, mais ils amorcent, vraiment, ils tournent la communication de façon à faire passer le message capital. Regardez, ça existe, ça fait partie de nos trésors, ça fait partie de nos ressources, mais l'après, ils préparent déjà un peu le texte et le message de l'après. Revenez nous voir, ce sera enrichi, ce sera complété par plein d'autres choses, et en ce sens-là, le virtuel complète vraiment le physique. Parfait. Gabrielle? Ah non, on t'entend pas. Faut que tu pèses sur le petit micro en bas à gauche. Oui, c'est beau. Bonjour tout le monde. Je voudrais faire du pouce aussi sur ce que Charlotte puis Jean-Marc disent. J'ai pas peur pour l'expérience muséale dans les expos. Tu sais, le rapport authentique à l'objet, ça, je pense que ça va toujours rester. Une fois que le COVID est passé, les gens vont revenir. Après, est-ce qu'il y a certains secteurs qui vont être plus pénalisés que celui des expositions, peut-être? Voilà, c'est tout. Marie-Hélène? Je voulais juste spécifier que je suis d'accord avec tout le monde que jamais les gens vont pas revenir au musée. C'était juste une question, je pense, monétaire, économique que je voulais soulever. Mais sinon, je pense que justement, comme on a tous dit, s'il y a un moment dans la vie là, où on va se rendre compte que la vraie expérience, c'est la mieux, c'est maintenant. Parce que là, même moi, je veux voir ma famille, je veux dire, je fais des FaceTime avec ma filleule. Ça n'a rien à voir avec le vrai contact humain. Puis c'est là qu'on s'en rend compte. On va avoir plein de concerts gratuits, des cours de yoga gratuits, peu importe, là, il y a plein de choses virtuelles. Il n'y a jamais rien qui va remplacer le contact humain, d'être dans une salle de yoga avec des gens, d'être dans une salle de concert avec des gens avec qui on partage le même amour puis le même feeling de la musique. Donc ça, s'il y a une chose, les gens vont se rendre compte à quel point c'est important de le vivre en vrai. Là. Fait que là-dessus, je suis d'accord avec Alice, on va peut-être même avoir des nouveaux visiteurs, on va peut-être développer des nouvelles clientèles. Mais c'est pour ça que le lien actuel, virtuel, numérique est important pour ne pas lâcher, pas que les gens nous oublient. Mais en même temps, est-ce que justement les gens réalisent, est-ce que le confinement qu'on vit actuellement ne fait pas réaliser aux gens qu'on est important, justement? Je pense que c'est une question à se poser. On a eu autant de commentaires sur nos publications que maintenant. Merci, ça fait du bien. Merci de voir un paysage de printemps. Merci de nous faire rire. Merci, ça fait un bon à l'âme. Les gens, là, ils ont des super commentaires. Là, ils s'ennuient, ils réalisent que c'est important. Puis c'est beau de voir ça. Je pense que les gens se rendent compte effectivement là maintenant que au final, au-delà de la proximité humaine et au-delà de la rencontre des gens, je pense que les gens je pense que les gens se rendent compte qu'au final la culture quelque part rapproche aussi, au-delà de la famille, au-delà des amis. Quelque part, la culture rapproche et au final, moi, j'ai pas peur en fait que les gens reviennent dans les musées, dans des salles de spectacle, dans tout ce qui touche à la culture. Moi, je me fais pas trop peur sur ça. Ça mettra peut-être le temps. Oui, on remettra le temps à revoir des publics dans des musées, dans des salles de théâtre, dans des salles de spectacle, concerts, tout ça. Mais j'ai pas peur. En tout cas, mon avis, c'est que les gens remettront du temps à remettre les pieds dans un musée, dans une salle de concert, mais les gens y reviendront parce que quelque part, j'en discutais avec des amis et on est notamment autour de la culture et les gens me disaient, mais finalement, la culture, quelque part, c'est un lien entre les gens. Quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ton niveau de revenu, on s'en fout. Une peinture va rapprocher, un concert va rapprocher, un spectacle d'humoriste va rapprocher quelque part. Mais je pense que, un peu pour rejoindre le positivisme de Marie-Hélène et un peu ce que tu dis par rapport au fait de rapprocher,
là, je vous mets en contexte, moi aussi. Moi, je viens d'un petit village de 396 personnes, mais ma famille ne réalise pas le désastre au niveau des pertes d'emploi de la culture parce que ça ne les atteint pas, puis il n'y a même pas de cas dans leur village, donc ils s'en foutent un peu. Et moi, tu sais, pour rejoindre le positivisme de Marie-Hélène, c'est que je me dis, pourquoi ne pas utiliser le moment qu'on a actuellement où est-ce que tout est gratuit, que tout est accessible, que tu sais, là, on est dans un buffet ouvert actuellement. Pourquoi ne pas utiliser ce moment-là pour aller rejoindre des publics qui, tu sais, ma famille, ils vont à Place Laurier quand ils viennent à Québec, ils vont pas au Musée des Beaux-Arts, même si je travaille là, tu sais. Fait que pourquoi ne pas utiliser les ressources qu'on a actuellement et cette espèce d'élan, justement, de nos gestionnaires qui sont ouverts aux propositions pour aller chercher des gens pour qui la culture n'est pas dans leur culture aussi, tu sais, pour les rapprocher. Si, je pense que en fait, je pense que je vais rejoindre votre discours à toi, Marie-Hélène, et même à Charlotte et à Gabrielle, c'est de dire que je pense que pour toute structure culturelle aujourd'hui, quelque type que ce soit des gros musées ou des petites structures de spectacle, c'est le moment, en fait, d'aller chercher le public et de montrer au public que finalement, la culture, il y a plein de choses et que c'est accessible. Pour moi, c'est le moment de montrer que c'est accessible à tout le monde. Que ce soit dans ta culture de base ou pas. Que tu aies eu l'habitude, par exemple, comme moi, d'aller dans des musées dès toute petite. Il y a Samy qui lève la main. Vraiment, écoute, tu la mets de la manière très évidente dans ton écran. Attends, regarde, voilà, tu vois, je lève les mains. Vas-y, Samy. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Charlotte sur le chat, qui est comment amener ces publics à la culture. Pour moi, c'est un problème plus large, c'est que d'une certaine manière, cette crise va faire beaucoup de mal, mais c'est peut-être une chance aussi pour des structures qui n'avaient pas le temps, qui n'étaient pas du tout au point. Donc, à mon sens, on a peut-être aussi un rôle à jouer, pas pour les musées des Beaux-Arts ou d'art contemporain ou tout ce que tu veux à Montréal, ils ont pas besoin de nous, enfin ils se débrouillent, mais sur des petites structures qui sont à la ramasse, enfin je sais pas comment dire, je sais pas si l'expression existe au Québec, mais qui sont un petit peu en retard, justement sur aider les petites structures qui avaient déjà du mal à survivre sans le numérique, peut-être aller les mettre, les rendre plus visibles. Et ça rejoint effectivement la remarque de Charlotte, c'est comment amener ces gens-là. C'est peut-être, c'est ce que fait par exemple, je prends l'exemple, désolé de prendre un exemple franco-français, mais les chaînes de télé publique chez nous diffusent des cours par exemple, ou des documentaires, des choses comme ça. C'est peut-être utiliser des médias qui sont visibles, soit des grosses institutions, tu vois, par exemple des directions culturelles, donc des institutions qui ont de la visibilité, pour en profiter pour parler de toutes les petites institutions culturelles qui, elles, n'ont pas de visibilité et on a encore plus besoin. Parce pour moi, un gros établissement, il peut survivre. Il peut survivre parce qu'il avait un gros réseau déjà de followers. Mais pour des petites structures, ça va être mortel. Donc, peut-être justement, utiliser tous nos réseaux. Je ne sais pas comment. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut que dans la moindre publication qu'on fait, on parle d'une institution culturelle qu'on aime bien? Est-ce qu'il faut que ce soit les mairies? Est-ce qu'il faut que ce soit les régions, les États, les directions? Enfin, j'ai pas de solution, mais Est-ce que peut-être que Florence aurait une solution? Elle a levé la main tout à l'heure. Je suis désolée, peut-être que je sais pas, j'ai pas de solution, mais je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Moi, j'ai l'impression que cette période de confinement, c'est une opportunité incroyable pour faire de la promotion de la culture, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui bossent comme des fous, hein, mais il y en a aussi qui sont un petit peu désœuvrés à la maison, voilà, et qui se nourrissent de plein de choses qui existent. C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Pas beaucoup, mais pas fort, mais... Ok. On tient à dire que ton background est excellent. On a un peu l'impression que tu présentes le journal de la RTS, ouais. J'avoue que Samy, ton background est pas mal non plus. Mais après Florence, si ça ne dérange pas, j'aimerais, parce que là, on a parlé beaucoup des petits musées. S'il y a quelqu'un qui travaille dans un petit musée qui a moins d'accès, ça serait vraiment nice. Florence, il me semble. Ah, Florence, elle là. Non?
Ouais, je vais juste pas reprendre ce que tout le monde a dit avec lequel je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi une chose, c'est que les gens vont de fait moins voyager parce qu'on ne sait pas si les frontières seront ouvertes. Et je pense qu'il y aura une consommation beaucoup plus du local et les gens auront énormément de plaisir après le confinement à se retrouver ensemble et à consommer de la culture ensemble locale. Donc, à mon avis, le public sera plutôt, ce ne sera pas des touristes, mais du public des alentours de chaque musée ou salle de spectacle ou au théâtre. Et voilà, j'ai l'impression que ça va peut-être un peu changer. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec Florence, en fait. Super. Et là, Gabrielle, je vais te pointer du doigt parce que je sais que tu es au musée de Sherbrooke. Tu sais, une grande ville touristique, entre guillemets. Donc, comment ça se passe chez vous? On va prendre les 5 dernières minutes qui restent pour savoir comment ça se passe dans vos musées respectifs si vous êtes dans un musée. Et après, on va conclure. Samy va donner le mot de la conclusion. OK, merci. Il y a Sarah qui est là de STT MVAS. Je ne sais pas si en ce moment elle est disponible. Elle fait du télétravail. On est les deux à être là. Puis ce matin, justement, on a fait une réunion d'équipe de juste, en toute transparence, là, les inquiétudes du CA, les grosses questions de maintenir financièrement l'organisme. On a eu déjà plusieurs mises à pied. Puis les postes principaux, on va dire, on est en télétravail. Fait que c'est très pertinent qu'il y ait cette conversation-là aujourd'hui pour un peu... on essaie de trouver des solutions de qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'organisme qui amène très peu de frais pour mettre en valeur les collections, pour lever des fonds. Ça va d'un camp virtuel à faire des balados, à faire une levée de fonds avec un... Je ne sais pas si vous connaissez La Ruche. La Ruche est un organisme qui lance des initiatives. Là. Fait qu'on est beaucoup dans le brainstorming, je vous dirais. Puis dans la précarité de qu'est-ce qui va arriver. Sarah, peut-être tu peux en parler un peu mieux que moi. Là. Sarah, ça fait longtemps qu'elle est là aussi. Fait que... Oui, merci Gabrielle. En fait, oui, comme je disais, on était dans l'idée de la réunion ce matin, c'était vraiment de comment on va pouvoir financer et nos emplois et notre vente cet été, puis ce qui est un peu, ce que je trouve un peu difficile dans notre contexte, c'est de devoir convaitre notre conseil d'administration un peu qu'on est capable de le faire ou que ça vaut la peine de le faire. Mais moi, je crois beaucoup à ça, donc je pense que ça vaut la peine de le faire. Donc, pour ça, c'est que Gabrielle et moi, on s'est joints à vous pour essayer de trouver des idées pour vous inspirer, on est là pour ça, Visionnier. Oui. Je sais pas si c'était Justine qui disait ça. Oui, vas-y. Je pense qu'on a des... N'hésitez pas à couper vos vidéos si vous avez des débits un peu faibles. Ouais. Mais là, il est 4h26, donc Samy, je ne sais pas si tu veux faire le mot de la conclusion avec... Avant, juste sur notre personnel, parce que j'ai passé la moitié de ma bouteille. Je tiens juste à dire que vous avez vraiment l'air. Ouais, alors moi j'ai un problème, c'est que j'ai fini la mienne. Qui a fini sa bouteille? Oh my God! Moi, je l'ai pas fini. Là, moi, je sais que Lucas veut apprendre à faire de la céramique. Moi j'ai en fait, ce que vous voyez pas, c'est que moi, j'ai mon plat principal et mon dessert qui sont ce que mon chéri m'a ramené pour l'avoir la chance d'avoir un cuistot et un pâtissier à la maison. Et j'ai mon repas qui est juste devant moi et je veux pas manger devant tout le monde depuis écoute, je me suis pas gênée pour manger mes chips. Non, mais t'inquiète, on va revenir à la discussion qui nous intéresse. J'ai un très gros problème pendant ce confinement, c'est surtout comment ne pas sortir gras comme un loukoum au bout de 2 mois de confinement, et ça devient déjà un souci. Non, enfin, en fait, moi je voudrais déjà... parce qu'il va être l'heure de conclure, parce que chez nous, en Europe, il est 21h30. Déjà, on était 25 de plusieurs pays. Et pendant le panel, on était 33. Et voilà. J'avais dit aux gens que mon objectif, c'était minimum 30. Donc,
On a tous fait l'effort de s'écouter parler. Moi, ce que je vous propose, les next steps, c'est que on a mis sur le chat, au tout début du chat, donc je vous laisse remonter au début, il y a un Google Doc où moi, je me suis efforcé de retranscrire une partie, on va dire les 2/3 du panel, de la discussion, mais je vais essayer de prendre du temps pour le sous-titrer. Il y a une page qui a été mise sur le site de Muséomix, je vous enverrai le lien, qui recense un peu tous les liens que vous aviez donnés. Moi, ce qu'on peut essayer de faire, c'est aussi de garder la discussion sur Facebook, là, la discussion Messenger. Ouais. On pourra vous y rajouter si vous le souhaitez, pour un petit peu discuter au fil de l'eau. Voilà, on était quand même 25 de plusieurs pays, ça a bien marché. On peut essayer de se reprogrammer éventuellement un point, peut-être pas tout de suite, un point, enfin, je veux dire un... Oui, ça serait le fun de savoir. Moi, j'ai trouvé ça vraiment nice de collaborer avec la Suisse, la France, la Belgique. Donc... Il y avait d'autres pays, je crois, d'ailleurs. Why not another date? Je pense qu'il y avait, au vu de... il y avait l'Italie, je crois, aussi. Je pense qu'il y avait des Hispaniques aussi. Voilà, enfin, disons c'était worldwide. Je viens, alors pour le mot de la fin, je viens de remettre, Samy, le lien vers la page Coronamix que tu as créée sur le site. Je viens de le bas. Coronamix, ce n'est pas un nouveau cocktail. Non. Je viens de le remettre sur le... On ne trouve plus de bière Corona de toute façon chez nous. Bizarrement, ils ont arrêté d'en vendre. Non, plus sérieusement, les next steps, on peut essayer de refaire la même chose de ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas, peut-être dans 2 semaines. Est-ce que ça vous paraît réaliste, peut-être, à certains? En fait, on pourrait se faire... Ah ouais! Oh, shit! OK. Moi, quand Marie-Hélène est in à quelque chose, parce que c'était nice, là. Ouais, dans 2 semaines, 3, tu vois, dans 15 jours, parce que de toute façon, la France vient de se reprendre 15 jours de confinement. Et donc, on sait que ça ne va pas, à mon avis, avant sans doute le 1er mai. Donc, on a le temps, nous, et vous aussi. Donc, si ça vous intéresse, dans 15 jours, on peut essayer de refaire la même chose. Peut-être avec des nouvelles idées, parce que n'hésitez pas à alimenter le Google Doc. Puis, de toute façon, je vous renverrai un lien, je vais vous envoyer tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais si vous voulez, c'est ça, mais en fait, ça serait le fun. Muséomix, c'est de rassembler des communautés et de faire émerger des idées. Utilisez les pages de référence de vos communautés respectives pour poser des questions. Si vous voulez savoir l'avis de des gens sur telle initiative, écoutez, on veut rassembler les gens à travers l'amour des musées. C'est juste... En gros, sollicitez vos communautés locales pour alimenter, si elles ont des idées, qu'elles veulent même les faire, ou si elles en ont vu, comme ça alimentera un petit peu tout le digest qu'on pourra faire pour rassembler tout ça. On essaie de se revoir, c'est des gens qui seront là dans quelques temps. Samy, j'ai dépassé ta... Je suis un peu... On en reparlera après, Justine. Il est 4h31, guys! On vous aime! Faites vos feedbacks. Nous, on va se faire une réunion de conclusion aussi. Mais c'était vraiment cool. Voilà, ça va bien aller! Nous, on va aller manger. Nous, on va aller manger. Merci à tout le monde. Merci, à très bientôt. Et puis, si, j'ai une question. J'ai une dernière question avant. J'ai fait une capture d'écran du chat. De la discussion Zoom. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à la diffusion de leur image? Écoutez, faites un thumbs up, puis faites une capture d'écran pendant qu'on a un thumbs up. Attendez, alors mettez tous un pouce, ou coupez votre vidéo si vous ne voulez pas être sur la vidéo. Voilà, merci. Alors, attendez, il faut juste que j'y arrive. Party! On a plus ta main. C'est bon. C'est bon. Voilà. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bravo, Québec. Prenez soin de vous. À très bientôt. Vous aussi. Merci la communauté de Québec d'avoir organisé cet apéro. Franchement, bravo à vous. Voilà, mais par contre, pas trop souvent parce que ça va coûter cher en alcool à force. Donc... Mais merci à vous. Allez. Je vous embrasse. Bonne fin de soirée. Bon week-end à tout le monde. Ciao. Ciao.